préparation et dans la carrière professionnelle. Il est présentement chargé d'investissement dans le domaine du private equity. Donc, il aura l'occasion de vous briefer un petit peu là-dessus, vous donner quelques conseils, quelques astuces pour vous permettre de briller dans ce domaine. Alors, n'hésitez pas. Les questions, vous les posez en inbox, dans le chat box. On aura l'occasion de les parcourir et de répondre à ces questions-là. Donc, on attend encore quelques minutes, pour ne pas dire quelques secondes, l'arrivée de nos panélistes. Ils ont signalé un léger retard, donc j'espère qu'ils seront là à temps. Voilà. Le temps qu'ils arrivent, je vois dans la salle s'ils sont là. Voilà, ils sont là. On a notre premier, notre expert Samba qui est là. Donc, bonsoir, Salut, Samba, tu nous entends? salut tout le monde, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Super, super. OK, Ah, OK, d'accord. Donc, on a également Coach Mel qui est là. Coach Mel, vous nous recevez? Donc, oui, très bien. J'espère qu'on me reçoit aussi parfaitement. Donc, très heureux d'être avec vous ce soir. Bonsoir à tous. Et puis, bon, on espère passer un agréable moment ensemble. On espère également. Alors, je venais à peine de présenter l'initiative, le projet qui concerne, on va dire, qui consiste à partager à nos auditeurs, à nos participants, des outils pratiques, des stratégies, des conseils qui leur permettront de mieux s'orienter, pardon, dans le domaine financier et de réussir leur carrière professionnelle. Donc, je vais passer le micro à nos panélistes pour qu'ils puissent se présenter rapidement. On va commencer par Coach Mel. Coach Mel, vous avez la parole. Merci. OK, alors, ben, écoutez, je suis votre humble serviteur, coach Mel Akba. Donc, je dirige 8 emplois depuis maintenant plus de 6 ans. Et on accompagne des cadres dirigeants, des étudiants, des élèves, des travailleurs, des personnes en quête d'emploi dans le développement de leur potentiel et dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc, on a à notre guise plusieurs initiatives qui ont été prises sur, on va dire, dans le domaine de l'employabilité en Côte d'Ivoire, comme la journée de l'embauche, le guide de l'emploi, le programme Impact School Days, le programme d'accélération de carrière, et ainsi de suite. Et donc, je me bats comme je peux, par la grâce de Dieu, pour aider chaque être humain à être top de son niveau et vraiment en fait, à avancer, progresser dans la mission de vie que Dieu lui a donnée. Voilà. Merci, coach. Merci, coach. Alors, on va passer le micro à l'expert Samba. Vous pouvez rapidement vous présenter. Allô, Fama? Euh, si tu parles, tu es sur mute. Allô? Mais tu peux le démuter, hein, Ok, naturellement. je pense que ça doit être ainsi. Il a parlé tout à l'heure. Mais il est muté, tu peux le démuter naturellement, en fait. allô, vous Voilà, m'entendez? très Oui, bien. oui, on ne Super. t'entendait pas. Là, ça va. Mais je pense qu'il y a une fonctionnalité qui m'empêche de démuter. Oui, Donc, peut-être. je l'ai désactivé. C'était à mon niveau. Voilà. OK, super. Alors, bonsoir à tout le monde. Déjà, je tenais à vous remercier pour le temps que vous accordez à ce panel. Donc, merci à Patrice, qui est un ami de longue date depuis les classes préparatoires de l'INPHB. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté de venir partager mon humble expérience. Alors, comme l'indiqué sur la fiche, je suis Fama Samba Sanogo. Je suis actuellement chargé d'investissement private equity, qui en français est simplement capital investissement au sein de la Société financière internationale, qui est la branche du secteur privé du groupe de la Banque mondiale. Donc, en termes de présentation, je vais peut-être partir sur mon parcours académique
et ensuite rentrer un peu rapidement sur les différents postes que j'ai eu à occuper au sein de ma carrière. Donc, en termes de parcours académique, après un baccalauréat série D, j'ai intégré les classes préparatoires commerciales de l'INPHB pendant 2 ans, où, comme je le disais, j'ai rencontré Patrice, où c'était bien évidemment beaucoup d'études, beaucoup de sacrifices pour participer à des concours. Donc, au bout de ces 2 années, j'ai pu avoir le concours d'entrée au sein de l'ENCA, qui est l'École de statistique et d'économie appliquée, où j'ai fait un diplôme d'ingénieur statisticien économiste. Et donc, à la sortie de ces études-là, j'avais déjà un intérêt pour tout ce qui est corporate finance, c'est-à-dire les métiers de la finance d'entreprise. Donc, j'ai commencé à faire des certificats type CFA, FMVA pour essayer de pouvoir au moins accroître mes compétences techniques, ce qui m'a permis par chance de rentrer dans un cabinet du nom de Entrepreneurial Solution Partner, où j'ai fait 5 mois à la sortie de l'école, où principalement il s'agissait d'accompagner des entrepreneurs à structurer leur activité, à leur permettre de se préparer à la recherche de financement, que ce soit dette ou capitaux propres. Donc, ça m'a permis tout de suite de sortir de cette éducation de statisticien pour passer à une expérience où on regardait des business models, on faisait des projections financières. Mais j'avais soif d'être un peu plus technique. Donc, en 2018, janvier, je suis rentré chez Ernst Young dans le département Transaction Advisory Services, où pendant 3 ans, j'ai pu naviguer entre des missions de due diligence financière et des missions de modélisation financière pour des entreprises dans différents secteurs, banque, assurance, énergie, agriculture, agribusiness et même sur des projets infrastructures. Donc, ces 3 années qui m'ont permis de solidifier mes compétences techniques m'ont donné l'opportunité ensuite de chercher à aller à l'international. Donc, en novembre 2020, je suis rentré à la Société financière internationale dans le même département, l'équipe Private Equity Funds, où en tant que francophone, on essayait de pousser les investissements dans la région. Donc, j'étais basé à Nairobi, au Kenya. Et donc, on couvrait ces investissements dans des fonds que vous connaissez sur le marché. Je ne vais peut-être pas les nommer, mais quand on parle de private equity sur notre marché, on n'a pas beaucoup d'acteurs. C'est Donc, en parfait. général, la SFI fait partie de ces investisseurs-là. Disons que c'est une industrie en Afrique que la SFI a vraiment soutenue. Donc, je pourrais rentrer dans les détails pour d'autres questions. Ensuite, je suis sorti rapidement de la SFI. Je suis allé chez Africa 50 où j'ai fait 1 an que portfolio Performance and Valuation Coordinator. Aujourd'hui, je suis de retour. Je suis aujourd'hui basé à Abidjan pour aller rapidement avec la SFI, toujours dans le même département. Donc, on aura l'occasion de discuter plus en détail. C'est un plaisir C'est pour moi. parfait. C'est parfait. Samba a un parcours qui est très brillant, très riche. Donc, on aura l'occasion on va dire, de découvrir en profondeur si l'occasion le permet. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer déjà par le tour de table pour vous présenter, vous, en tant qu'expert. Quelles sont les problématiques qui nous reviennent le plus souvent lorsqu'on échange avec les candidats, avec les personnes qui sont intéressées par le domaine de la finance? Je pose la question. La première question déjà, c'est, on va commencer par les débutants. Pour ceux qui n'ont jamais fait de finance ou bien qui viennent de finir les études et qui s'apprêtent à intégrer le marché de l'emploi. Voilà. Quel conseil pouvez-vous leur donner en fait? Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Que on se demande si il faut, il faut attendre d'avoir une opportunité en finance ou prendre celle qu'on a en attendant d'avoir une opportunité en finance. Donc, si vous devriez donner un conseil dans ce sens-là pour des personnes qui sont intéressées par le domaine de la finance, qui viennent de finir les études, quel conseil donneriez-vous? On peut commencer peut-être par Samba et puis Coach Mel pourra apporter sa contribution. Merci. OK. Voilà, bon, j'ai toujours le même problème. Alors non, merci pour cette question. Déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que déjà, ce qu'on appelle carrière en finance, je me souviens quand je sortais de l'école, on aimait tous dire on veut devenir analyste financier. Mais en fait, la finance en elle-même est vaste. On a plusieurs branches, on a les banques, on a des cabinets de conseil, on a des fonds d'investissement, des fonds de venture capital, on a différentes options de carrière en finance. Je pense que pour un débutant, il faut déjà comprendre c'est quoi la finance
et savoir vers quel métier au sein de la finance orienter. Donc ça, déjà, je pense que c'est un travail de recherche, c'est un travail de prendre contact auprès de personnes dans ces différentes industries-là pour déjà soi-même, en fonction de sa formation, en fonction de ses compétences, avoir un projet de carrière pour intégrer telle ou telle branche. Je pense qu'il faut déjà un travail de connaissance de ce que c'est que le métier de la finance parce qu'il est vraiment vaste. Je pense que tu peux convenir avec moi que ce que fait un banquier est différent de ce que fait quelqu'un qui travaille sur des projets en infrastructure, c'est différent de quelqu'un qui fait du conseil. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se renseigner, de se former sur ces différents métiers-là. Et ensuite, je dirais, une fois qu'on identifie la branche dans laquelle on veut développer sa carrière, il faut à la fois peut-être faire des formations telles que des certificats. On pourra en citer dépendamment des branches qui sont envisagées, mais aussi prendre contact auprès de professionnels dans le secteur. J'aime souvent dire que moi, j'avais pour habitude d'envoyer des messages à des personnes qui sont plus expérimentées sur LinkedIn, mais j'avais une approche où je venais avec des questions orientées sur le métier que ces personnes-là font, sur des sujets techniques, ce qui fait que ces personnes-là sont tout de suite intéressées, plutôt que de venir, bonsoir, cher aîné, j'ai rencontré votre profil, j'apprécie bien le profil, j'aimerais pouvoir avoir un stage dans votre entreprise. Il faut venir avec une approche un peu plus ciblée, une approche qui puisse permettre à votre interlocuteur tout de suite de sentir que vous avez un intérêt, que vous avez fait des recherches ou même que vous êtes intéressé à l'entreprise dans laquelle cette personne travaille. Donc, je dirais, il faut savoir quelle branche nous intéresse, bouquiner sur cette branche, regarder des vidéos, des conférences, suivre tout ce qui tourne autour de cette branche, s'assurer que cette branche-là est celle dans laquelle on veut évoluer, faire des formations. Les formations sont publiques, sont connues, il y a des formations qui sont payantes, des certificats sur lesquels on pourrait échanger. Et aussi, pour moi, discuter avec des personnes dans le secteur. Je pense qu'en alliant un travail personnel et en discutant avec des professionnels, on peut savoir vers quelle branche s'orienter et avoir une meilleure stratégie. Donc, c'est ce que je voulais partager. C'est très bien noté, c'est très bien noté. Coach Mel, un mot à ajouter? Donc, rapidement, c'est pour moi, quand on est étudiant et qu'on rentre dans un marché de l'emploi, il faut s'intéresser à son domaine d'activité parce que très peu de personnes s'intéressent à leur domaine d'activité. Aller à l'école, faire des cours, c'est très bien, mais en dehors des cours, qu'est-ce que tu fais qui montre que tu t'intéresses à ce domaine d'activité? Parce qu'à la base, quand on aime quelque chose, on aime passer du temps dans cette chose. Donc, faire des recherches, suivre des vidéos, euh, participer à des meet-ups, des conférences. Surtout, l'élément clé qu'il a donné, c'est le partage d'expérience. Donc, quand tu vas dans un meet-up, un after-work, un salon, une journée, et même se rapprocher des profs. J'aime dire qu'on a des profs gratuitement pendant notre parcours à l'université. Ces profs là, quand tu sors de l'université, que tu veux te rapprocher de la séance, tu peux te revenir à 100, 150 000, 200 000 euros. Donc, quand tu es intéressé par ton domaine d'activité, tu sais plus ou moins ce que tu veux savoir, tu étudies différemment. Parce que avoir des notes 15 sur 20, 20 sur 20, on s'en fout dans le domaine professionnel. On regarde pour un débutant, est-ce qu'il s'intéresse à la chose? Est-ce qu'il est cultivé dans son domaine d'activité? Est-ce qu'il peut te challenger? Donc, le plus donc, c'est en visitant le magasin en profondeur que je vais identifier la tenue qui m'intéresse. Et quand j'ai identifié le secteur qui m'intéresse, je dois maintenant prendre la forme. Prendre la forme, c'est quoi? C'est qu'est-ce que les entreprises vont rechercher chez un profil qui s'intéresse, par exemple, à l'analyse financière. Qu'est-ce que les entreprises vont rechercher chez un profil qui s'intéresse au trading, par exemple? Donc, quand je visualise comme ça, je me dis, ah, tiens, il faut que je sois bilingue. Ah, il faut que je maîtrise tel aspect. Ah, il faut que je sois curieux. Il faut que je m'exprime correctement. Il faudrait que je sache que dans le domaine de la finance, c'est costume, cravate, pantalon bien mis, bien parfumé. Ça compte aussi l'image. Donc, c'est quand je m'intéresse que je vais savoir qu'est-ce qu'il me faut pour impacter.
Et au-delà de ça, on se dit toujours, dans vos différentes universités, prenez des initiatives parce que ce qui met de la lumière sur vous pour attirer les opportunités, c'est la prise d'initiative, c'est provoquer l'opportunité. Mais quand tu attends d'arriver en fin d'année pour aller chercher un stage, vous êtes des milliers à postuler en fin d'année pour trouver un stage. Et pire encore, les doyens qui ont 3 ans d'expérience, 4 ans, cherchent aussi des stages. Donc, vous êtes concurrencé par des gens qui ont déjà 3 ans, 4 ans d'expérience. Donc, il faut aujourd'hui travailler à attirer l'opportunité au sein de l'université, prenant des initiatives. Donc, organiser des conférences, des masterclass vous-même, l'organiser pour vos amis, ça vous crée un réseau avec des anciens et facilement vous arrivez à vous positionner. Donc, pour ne pas être trop long, c'est des éléments très importants que j'ai juste lancés comme ça et on pourra développer durant voilà, le live. Merci, coach. Justement, pour des personnes qui viennent de sortir de l'école, ils n'ont pas d'expérience. Quels conseils leur donnez-vous pour présenter leur CV de sorte à ce qu'il soit remarquable et qu'il puisse retenir l'attention du recruteur? Alors, très bien. Alors, pour se différencier sur un, moi je dis toujours d'abord que le premier CV, c'est vous. Le premier CV, ce n'est pas le papier, c'est vous. Donc, pour se différencier avec un CV vivant que vous êtes, c'est par la pratique de ce que vous apprenez. Trouvez le moyen de pratiquer ce que vous apprenez à l'école, soit à travers un projet personnel, soit à travers un projet peut-être associatif, je n'importe quoi. Hein. Je peux apprendre la finance et puis je suis dans une église et puis aider le département financier sur quelques aspects. Je peux être utile à des ONG avec ce que j'ai appris en finance parce que quand j'apprends et que je pratique, je transforme la connaissance en compétence. Donc, première chose, c'est ça. Cherchez à pratiquer ce que vous apprenez, OK, pour avoir des compétences clés dès l'université et vous démarquer sur le marché. Donc, quand vous rédigez votre CV, ce qui va frapper à l'œil du recruteur, c'est d'abord, les projets de recherche. Au-delà du diplôme, tout le monde a le diplôme, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait comme recherche ou comme truc là dans votre carrière universitaire? Les exposés, les mémoires et autres montrent que vous aimez aller en profondeur et vous vous intéressez au domaine d'activité. Et on aime des profils qui s'intéressent au domaine d'activité. Deuxième chose, les formations, les certificats. Au-delà du diplôme, quand on voit un jeune qui a fait un certificat ou même deux, on se dit voilà quelqu'un qui aime apprendre, quelqu'un qui se forme continuellement, quelqu'un qui veut briller et ça intéresse. Donc, première partie, créer une rubrique projet de recherche pour loger vos exposés, vos recherches personnelles, votre mémoire, s'il y a eu un mémoire. Deuxièmement, au-delà du diplôme, faire le certificat, il y en a de gratuits, il y en a de pas cher du tout qu'on peut avoir, OK, qui vont venir donner plus de valeur. Troisième chose, la vie associative. Ça marque également de l'intérêt pour les entreprises, les recruteurs, si on voit du leadership, si on voit la capacité à servir. Quatrième chose, l'image. L'image. Si vous avez une image d'un gars bizarre, je vous assure que vous n'allez pas attirer d'opportunités. Dans le domaine de la finance, c'est la culture vestimentaire. Je l'ai dit au départ, costume, ils savent, hein? Regardez Patrick sur la photo, regardez Fama sur la photo. Les deux sont en costume, cravate bien tirée, belle image. Quand on voit cette image-là, on a envie de vous rencontrer sans avoir vu votre parcours. Au moins, on a envie de vous rencontrer pour donner la chance de vous exprimer durant l'entretien d'embauche. Donc, vous mettez aussi un point d'honneur à l'image. Cinquième point, ça va être les langues et les logiciels. Si vous êtes bilingue, vous frappez un gros coup. Demandez à Fama, vous dire, vous êtes bilingue, vous frappez un gros coup. Sans même que vous ayez des compétences très affinées, il y a très peu qui sont bilingues. Donc, avec vous, au moins, on peut échanger avec des partenaires anglophones et puis aller en profondeur. Les logiciels, on peut les maîtriser, les apprendre sans mettre un pied en entreprise. J'en sais quelque chose. Ça m'a ouvert des portes à travers mon parcours universitaire. Je maîtrisais une application d'études de marché. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc, tout ce qui est application dans le domaine de la finance, c'est vrai que c'est très large. Mais c'est on jamais, vous devez avoir une longueur d'avance là-dessus.
Voici des éléments qui vont vous aider à vous différencier. Si en plus de ça, vous avez des activités personnelles, donc je vends des chaussures, je vends des cravates, je vends du déguet, et que vous appliquez ce que vous apprenez en finance dans la vente de déguet, et que vous arrivez à dire à un recruteur, voilà, j'ai mis en place un plan de finance pour ma vente de déguet, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça vous donne une expérience professionnelle. Quand moi je prends mon domaine, je prends un domaine comme le domaine commercial. Si je suis étudiant en commerce, que je vends de la ticket, je vais dire à un recruteur, par exemple, que je suis passé de 0 client à 50 clients en 3 mois. J'ai créé un plan de communication ou un plan de vente qui m'a permis de monter mon chiffre d'affaires de 50 000 à 200 000 par mois, par exemple. J'ai fidélisé 30 clients. Donc, c'est des résultats qui proviennent de votre petite activité. Ce pas des choses qui sont waouh, mais quand vous les valorisez, ça sonne waouh dans l'esprit de celui qui lit votre CV. Donc, toute votre petite expérience-là, de vente de ci, de vente de ça et autres là, vous devez pouvoir trouver le moyen d'appliquer vos cours de finance à l'intérieur et pouvoir dire à un recruteur, voilà ce que j'ai accompli dans mon petit projet. La Bible dit, trouvez fidèle dans les petites choses, on vous confie de grandes choses. Donc, tout est dans votre main et ce sont des choses qui sont accessibles à vous. Donc, voilà quelques points comme ça qui peuvent rendre un CV très riche. On aura l'impression d'avoir un profil qui a 10 ans, 5 ans d'expérience, mais dans le fond, on aurait un junior qui n'a jamais mis les pieds dans une entreprise, OK, mais qui pousse le bouchon très loin. Merci, coach. Je vais rebondir rapidement là-dessus. Le point sur les travaux personnels. Vous voyez, Yes. moi, de mon expérience, hein, aujourd'hui, j'ai fait EcoBank et je peux vous dire aujourd'hui que c'est grâce à des travaux personnels que j'ai pu intégrer EcoBank. Parce que quand je sortais de l'école, Samba est là, il peut témoigner. À l'école, déjà, on apprenait à faire la modélisation. Pas parce qu'on nous l'enseignait, non, mais parce qu'on s'y intéressait. Vous voyez? Donc, on a cherché des vidéos sur YouTube pour voir comment est-ce que les modèles financiers se présentent, comment est-ce que, voilà, quels sont les éléments à regarder lorsqu'on veut construire un modèle. Vous voyez? Donc, le jour où moi, je partais faire mon entretien pour un stage, je suis parti avec tous les modèles que j'avais l'habitude de faire. Donc, en échangeant, en discutant avec le recruteur, je lui ai dit non, j'aime faire ça. Et j'ai eu l'habitude de faire. C'est vrai que je n'ai jamais eu d'expérience pratique, mais en théorie, voici à quoi ressemble un modèle. J'ai imprimé et j'avais même mon ordinateur que j'ai présenté au recruteur. Je pense que ça a joué dans le choix de me garder au sein de cette banque, au niveau de la banque d'investissement surtout. Donc, quand j'entends des gens dire oui, on n'a jamais pratiqué, ce n'est pas une excuse. Vous avez aujourd'hui tous les outils à votre disposition, comme le disait le coach, pour apprendre. Donc, vous pouvez déjà prioriser cette piste-là, commencer à enrichir votre expérience professionnelle à partir des informations que vous avez là où vous êtes avant d'attendre que l'opportunité se présente à vous. C'était juste un additif. Alors, l'autre question qui se présente aussi également, coach, c'est par rapport à l'entretien, de façon pratique pour des débutants, quels sont les pièges à éviter? Comment est-ce qu'ils doivent se préparer pour réussir un entretien d'embauche? Surtout que de plus en plus, les entretiens se font de façon groupée. Comment est-ce qu'ils doivent s'organiser pour réussir cette étape-là? D'accord, je le dis, je le répète, avant de vous écouter, on vous regarde. Je le répète encore, avant de vous écouter, on vous regarde. Donc, ta chaussure bien scellée, on dirait que ce n'est pas important, mais avant de t'écouter, on te regarde, mon frère. Donc, prends ça comme parole d'évangile. Bien mis, un financier, c'est d'abord la confiance qu'on lui accorde. Et on accorde la confiance à celui qui est bien mis. Donc, si tu es mal habillé, tu as une cravate qui est mal nouée, tu es out. Première chose. Deuxièmement, on ne va pas à l'interview d'embauche dans le but de pouvoir se servir. Dire, moi, je veux chez vous une expérience. Moi, je veux apprendre. Non, on va pour apporter même le peu qu'on a. Donc, quand je vais à l'interview d'embauche, je prends le temps de me préparer et de regarder qu'est-ce que moi, je peux apporter à l'entreprise, même si c'est assez minime. Donc, quand je vais dans un entretien groupé, première chose, ils vont vous réunir et puis vous présenter l'entreprise.
Et après, vous posez pas mal de questions. Donc, celui qui se différencie est celui qui intervient, donc qui réagit donc, aux questions qu'on pose et qui réagit bien. Or, pour pouvoir être outillé et apprêté, il faut avoir une bonne connaissance sur l'entreprise vers laquelle vous partez. Quand on connaît l'entreprise, on sait plus ou moins quels sont les besoins que l'entreprise peut avoir et qu'est-ce qu'on doit mettre en avant, nous, pour intéresser l'entreprise. Ça, c'est la troisième chose importante. Le quatrième point, D'accord. quand on est en rendez-vous d'embauche groupée, il y a des moments où le recruteur va vouloir décourager le maximum de gens. Donc, ils vont vous dire des choses qui vont vous décourager. Et au fur et à mesure qu'on avance, on élimine. Moi, ça m'est arrivé. On est arrivé dans une entrevue groupée en 2014. On était 60 ou 50. Le gars, il parle, il parle, il parle. Après, il dit, bon, qui est intéressé à rester? On fait une pause. Quand on revient de la pause, on est au moins 20 de moins jusqu'à la fin. Donc, c'est de rester focus jusqu'à la fin, même si on vous donne des conditions qui ne vont pas vous arranger, qui sont bizarres, restez jusqu'à la fin. Ça ne coûte rien de vous asseoir jusqu'à la fin et de rester focus. Peut-être que le gars a dit des choses pour vous décourager, mais à la fin, il vous donnera le vrai résultat. Un dernier point, pour ne pas trop monopoliser la parole, quand vous partez à l'interview d'embauche et qu'on vous dit pourquoi on doit vous choisir, parce qu'il peut le poser, pour être 5 ou 10, il vous demande pourquoi est-ce que je dois vous choisir. Ne dites jamais au recruteur, je veux apprendre chez vous, je veux construire mon expérience chez vous, ou je suis le meilleur et tout, parce qu'on ne rentre pas dans une boîte pour se servir. Je l'ai déjà dit, on rentre pour apporter. Donc, dites toujours au recruteur, voilà ce que moi je pourrais apporter. Même quand c'est lié à une qualité. Je donne un exemple. Vous pouvez dire, moi je suis quelqu'un de très méticuleux, donc je ferai attention à tous les documents qu'on me donnera pour éviter de faire des erreurs dans les chiffres. Ça seulement, c'est un apport déjà que vous donnez au recruteur. Donc, toujours penser apport. Qu'est-ce que moi, je peux apporter à cette entreprise? Et quand on vous demande pourquoi vous choisir, votre mot doit être voilà ce que je peux vous apporter. Ah, je maîtrise tel logiciel, voilà, donc je pourrais faire ça, ça, ça. Ah, au niveau des plans financiers, j'ai appris à faire ça, ça, ça. Voilà ce que je pourrais donner. Vous verrez que tout le monde va être orienté vers, surtout pour les stagiaires, je veux apprendre, je vais faire ci, je vais faire ça. Vous serez le seul à donner. Et on ne refuse pas la main tendue. Donc, ce sont des principes très importants quand vous voulez vous démarquer en entretien et surtout dans un entretien groupé. Mais si vous n'êtes pas versé dans votre domaine d'activité, si vous n'êtes pas rempli de connaissances dans votre domaine d'activité, vous ne pourrez pas donner. Parce qu'on donne en quantité quand on est rempli. Si j'ai beaucoup d'argent, je peux donner 1 million à chacun de vous. Si j'ai peu d'argent, je ne pourrai pas. Donc, quand on est rempli de connaissances, on peut déverser ça au maximum. Et vous allez faire la différence parmi 5, 10, 15 personnes par le niveau de connaissances, le niveau de culture, le niveau même de pratique que vous avez eu. Parce que je l'ai dit, tant que vous ne pratiquez pas ce que vous apprenez, ça reste de la connaissance. Or, on recherche de la compétence et on est beaucoup plus exigeant de nos jours avec des jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. D'accord. Merci, coach. Voilà, on a fini avec le junior. Là, c'était la lucade réservée aux juniors qui arrivent ou arriveront bientôt sur le marché de l'emploi. On va passer aux seniors. Les seniors, la principale question qui me revient, c'est la reconversion. Pour un senior qui a travaillé, qui a fait 5 ans, 10 ans dans un domaine et qui voudrait migrer vers un poste en finance, quelles sont les recommandations, quels sont les conseils que vous lui donnez pour réussir sa reconversion? Je vais y aller C'est pas mal, fais-moi. Non, la question, coach Mel, tu peux continuer Enfin, vas-y, et vas-y. puis voilà, la prochaine question, OK. Samba va la prendre. OK. Ok, très bien. Alors, tu dis, ils sont déjà dans la finance, c'est ça? Ils veulent Ils se n'ont pas fait reconvertir la dans le domaine de finance. la finance. C'est bien Ils n'ont ça? pas fait la finance. J'ai dit n'importe quoi. Il n'a pas fait la finance et aujourd'hui, il veut évoluer vers la finance. Il a fait 5 ans ou 10 ans dans un autre domaine. Mais aujourd'hui, il veut faire de la finance. Donc,
quel conseil vous lui OK. donnez pour OK. réussir sa Alors, reconversion? alors, très bien. Alors, le principe de la reconversion, c'est de savoir qu'est-ce que je dois avoir comme compétence là où je dois aller. J'ai fait commerce. Je veux maintenant faire la finance. Mais le principe, c'est qu'est-ce que je dois avoir comme compétence pour réussir dans la finance. Mais si on veut aller en profondeur, c'est d'abord pourquoi je veux faire la finance. Cette question-là, très peu de cadres dirigeants que j'encadre arrivent à répondre à ça. Pourquoi tu fais tel métier? Donc, quand ta réponse au pourquoi est claire, par exemple, je veux faire la finance parce que je veux aider les startups à structurer leurs finances, là, tu vas savoir de quelles compétences tu as besoin pour aider les startups à structurer leurs finances. Mais quand tu dis, je veux faire la finance, pourquoi tu fais la finance? Tu n'as pas de raison valable ou tu n'as aucune raison, c'est compliqué de t'aider au fait. Donc, il faut d'abord avoir le pourquoi. Pourquoi je décide de rentrer là? Et quand tu as le pourquoi, tu identifies les skills qu'il te faut. Et quand tu as trouvé les skills qu'il te faut, il faut maintenant regarder. Donc, tout ce que j'ai eu à faire jusqu'à présent, est-ce que j'ai pu développer quelques skills qui sont requis dans le domaine vers lequel je veux partir? Je peux dire, moi, je fais finance. Mais peut-être que, étant commercial, j'ai développé, par exemple, le sens de la discrétion, qui peut être important en finance. Donc, c'est déjà un élément que je mets en avant. Peut-être que j'ai beaucoup travaillé avec Excel sur les questions de reporting, de KPI et autres. C'est un point important pour peut-être là où je veux aller. Je le mets en avant. Et je vais regarder maintenant qu'est-ce qui me manque ou mesurer mon niveau dans chaque compétence et aller chercher maintenant les compétences. C'est ça le principe. Donc, on ne renie pas ce qu'on a fait parce qu'on peut tirer des choses intéressantes en termes de hard skills et de soft skills qui peuvent être utiles pour là où on doit aller. Et puis également, on va chercher à prendre la forme qu'il faut pour intéresser les entreprises du secteur. Maintenant, quand on fait une reconversion et qu'on veut se jeter directement à l'eau, parce que généralement, quand on dit reconversion, on prend le temps de préparer la reconversion pour que lorsqu'on laisse notre métier ou on est en CDI, CDD, on puisse avoir au moins un CDD dans le poste qu'on vise. Mais quand je suis dans un domaine comme la vente et je veux migrer dans la finance du jour au lendemain, je dois savoir que je vais rentrer en tant que junior. Et si mon âge est avancé, il faut être très clair, les gens auront du mal à prendre un gars de 40 ans en tant que junior dans la boîte. Donc, le défi est encore plus grand lorsque, selon le marché, on est dépassé pour occuper un poste de junior. Donc, ça, c'est important dans la reconversion. Globalement, c'est l'état d'esprit dans lequel on doit être et c'est la stratégie qu'on doit adopter pour réussir à, on va dire, à avoir une forme, OK, beaucoup plus intéressante. Alors, quand je dis prendre la forme, c'est quoi? Si moi, je veux boire du bissap et qu'on me montre de l'eau n'a pas la forme que je veux. Je veux une forme de bissap. Donc, on doit retravailler l'eau en forme de bissap pour que ça m'intéresse. Quand je rentre sur le marché aussi, j'ai une forme. On peut dire que la forme de la finance, ça peut être maîtriser les plans financiers, maîtriser les structures financières, maîtriser ci, ça. Donc, tant que je ne maîtrise pas ces éléments-là, je n'ai pas la forme qu'il faut pour intéresser ou attirer les entreprises. C'est très bien noté. La prochaine question, c'est justement pour les personnes qui ont, on va dire, des creux dans les CV. Voilà, qui ont des creux dans les CV. OK? Comment est-ce qu'elles doivent les présenter? Et également pour des personnes qui ont des expériences. Comment est-ce qu'elles doivent valoriser ces expériences-là? Parce qu'on reçoit souvent des CV sur 2 pages, 3 pages, pour un poste qui ne nécessite même pas 10 ans d'expérience. Voilà. Comment la personne doit présenter son CV de façon synthétique et pertinente pour on va dire, capter l'attention du recruteur? On va peut-être laisser la parole à Samba
pour aborder et puis coach Mel pourra faire la conclusion. OK. Ok, très bien. Je vais commencer par la deuxième question sur comment présenter son expérience sur un CV. Bon, moi, j'ai fait plus ou moins des métiers liés au conseil financier, au private equity, donc c'est ce que je connais. Et ce qui est en général recommandé, c'est d'avoir un CV qui tient sur une page. Pour quelqu'un qui a moins de 20 ans d'expérience, il faut être capable de pouvoir synthétiser l'information. C'est aussi ça, une des capacités qui est en fait mise à l'épreuve. Comment présenter son expérience professionnelle, euh, la partie académique, des certificats, les langues sur lesquelles on a plus ou moins de la maîtrise, qui puisse tenir sur une page. C'est un exercice qui peut être délicat quand on commence à gagner de l'expérience, mais le CV il est toujours orienté par rapport à un poste que l'on recherche. Donc, il faut être capable de sélectionner dans son expérience quelles sont les formations, quels sont les postes qu'on a eu à occuper qui puissent directement attirer l'attention du recruteur parce que ces postes-là rentrent dans la job description. Donc, à mon sens, moi, j'ai fait des CV où les premiers stages que j'ai eu à faire, je ne les ai peut-être pas mentionnés parce qu'aujourd'hui, j'ai environ 9 ans d'expérience. Donc, j'essaie d'aller à l'essentiel sur les expériences que j'ai eues qui rentrent dans le cadre du poste. Donc, j'essaie d'être un peu synthétique sur certains points, de sorte à attirer l'attention. Et une fois que cette étape est passée, on pourra rentrer sur quel peut-être conseil je peux donner sur comment présenter son expérience avec le modèle qu'on appelle le STAR, situation, tâche, action, résultat, qui en général, pour moi, est le secret sauce. Quand on essaie d'expliquer, de montrer, de convaincre un recruteur, il faut être structuré. Il faut avoir une bonne méthode qui doit être pratiquée de sorte à ce que l'information synthétique présentée dans le CV, quand on a l'occasion de l'expliquer, on ait plus ou moins un chemin qui soit clair. Au niveau des creux dans le CV, alors ça c'est une bonne question. Peut-être que moi-même je profiterai pour apprendre, mais je pense que quand on a un creux, il faut déjà au moins être en mesure d'expliquer. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'entend pas. Enfin, On vous entend très bien. ok, bon, il y a quelqu'un qui a commenté qu'il ne m'entend pas. Il faut peut-être qu'il revoie son audio. Donc, pour les creux, je pense que déjà, il y a forcément une raison qui explique le creux. Très certainement, soit on a une décision de l'entreprise qui peut-être nous a amené à quitter l'entreprise, soit nous-mêmes, on a une volonté de reconversion ou certaines personnes peuvent aller se former. Donc, je pense qu'il faut déjà au moins avoir la raison du creux. Et pendant cette période-là, il faut être en mesure de continuer à accroître ses compétences, de sorte à ce que quand on est face à un recruteur, on puisse expliquer que c'était une période transitoire, parce qu'il y a aussi des raisons personnelles qui peuvent expliquer que l'on arrête de travailler dans une entreprise. Mais je pense que pour garder sa crédibilité face à un autre recruteur, il faut au moins avoir les raisons et avoir les actions qui ont été menées pour continuer de garder la main, pour continuer d'avoir certaines compétences qui peuvent être intéressantes pour le poste qui est recherché. Donc, je pense que dépendamment du choix qui est fait par cette personne qui se retrouve avec un creux, il ne faut pas rester inactif parce que je pense que c'est l'inactivité qui peut être vue négativement par un futur recruteur. Mais tant qu'il y a de l'activité, tant qu'il y a une recherche de compétences dans le domaine, je pense que le creux en lui-même ne doit pas être problématique. À moins que ce creux-là soit de 3, 4, 5 ans, là, on prend le risque de perdre en termes de seniorité, donc de se retrouver avec des postes un peu plus juniors. Donc, je pense que quand il y a un creux, parce qu'il y a des événements qui peuvent arriver, une carrière professionnelle est faite de haut et de bas, mais c'est la façon de se relever face à ces challenges qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on n'est pas en activité qui va pouvoir nous permettre d'être plus crédibles pour des prochaines opportunités? Merci Samba, c'est bien noté. Coach Mel, comment tu vois la question pour des personnes qui ont des creux dans le CV et pour d'autres aussi qui ont tellement d'expérience qu'elles ne savent pas comment valoriser ces expériences-là sur le CV, de sorte à ce qu'ils contiennent sur une page maximum. Voilà. Comment est-ce que vous, vous les conseillez pour réussir la présentation de ce document-là? Faut unmute. Okay. Vous m'avez entendu?
Il a muté, il a muté. Allô? Oh, et ok, il est muté. Ah, attention. Pourquoi? Un instant. Un instant. J'essaie. Non, je vois qu'il est déconnecté même. D'accord. Ok, il est là. Allô, Coach, tu nous entends? Ah, ok. Un instant. Un instant, j'essaie ici. Je pense que... un instant. Ok. Ok, c'est bon. Très bien, merci. Voilà. Alors, pour moi, ce qui valorise l'expérience, déjà avant d'arriver sur la question de creux dans le CV, ce qui valorise l'expérience, ce sont vos réalisations. Ce n'est pas en mettant vos tâches et missions sur votre CV que vous allez valoriser votre expérience. Parce que le CV n'est pas une fiche de poste. Il faut bien le retenir. C'est quand on voit ce que vous avez réalisé durant un parcours au sein d'une entreprise qu'on arrive à apprécier le niveau de votre expérience et le niveau de vos compétences. Donc, soyez orientés résultats. Souvent, je vois des travailleurs à qui je demande, mais c'est quoi tes résultats actuels ou passés? Ils n'arrivent pas à me dire. Je dis, mais on ne peut pas travailler en entreprise sans suivre ses résultats. Sinon, à la base, comment on s'améliore? C'est pourquoi au début, je disais que le premier CV, c'est vous, avant le papier. Donc, si vous n'avez pas de bons résultats réellement, vous n'aurez rien à dire sur votre CV. Deuxième chose, au niveau des creux sur les CV. S'il y a un creux de 4 ans ou 5 ans entre deux expériences, on va regarder qu'est-ce que vous avez eu à faire en dehors de cette expérience. Ça peut être de la formation, ça peut être militer au sein d'une association aussi, c'est important. Parce qu'on doit montrer que durant ces 4 ans-là, on a développé des compétences, que ce soit des compétences comportementales ou des compétences techniques. On doit prouver qu'on a pu les développer. Donc, soit formation, soit activité associative. Mais si vous avez également une activité professionnelle, bon, je vais dire une activité personnelle, ça compte aussi comme activité, comme expérience, pardon, professionnelle. Vous savez, quand on parle d'entreprise, c'est quoi? C'est qu'il y a 4 murs qui sont là, on a un siège, on a un logo, on est formalisé, on appelle ça entreprise. Mais même quand je ne suis pas dans un cadre comme ça et que je pratique mon domaine d'activité, c'est aussi une expérience professionnelle parce que je pratique, je travaille et j'ai des résultats. Donc, si vous avez eu, pendant ce creux-là, une activité personnelle qui a été active, pardon, ça compte comme une expérience professionnelle et donc ça vient combler plus ou moins le creux. Mais ce creux-là aussi, s'il y a vraiment une raison valable, comme une maladie qui vous a poué au lit pendant 2, 3 ans, il faut être authentique. Il ne faut pas chercher à inventer des informations. Il faut être authentique. Après, ce que le recruteur regarde et recherche, c'est est-ce que la personne a la compétence qu'il lui faut. Donc, si en prenant le CV, je vois 2 expériences, je vois un creux de 3 ou 4 ans entre les 2 dernières expériences, mais que je vois que ce que vous avez réalisé à 4 ans, 3 ans, c'est un élément, tous les éléments intéressants. J'ai eu de bons résultats. Je vois de belles compétences. Je vois un CV bien structuré. Je vois une belle image au niveau de la photo. Je n'aurai pas de mal à vous demander de venir faire l'entretien pour que je vous écoute et voir qu'est-ce que vous avez à prouver. Donc, quand il y a un creux sur le CV, il faut regarder tous ces aspects-là, en fait. Et quand vous êtes au chômage par la force des choses, c'est à vous de comprendre que je dois me former. C'est un temps de préparation. Et moi, j'ai une chose que je partage très souvent à des gens qui sont en quête d'emploi. Je dis qu'il y a une différence
entre travail et emploi. L'emploi, on t'a embauché dans telle entreprise pour une activité. Mais la compétence que tu as là, elle est innée. Même, je parle parce elle est souvent innée ou bien elle est construite. Donc, même quand on te retire un emploi, tu peux travailler. Tu peux travailler au sein d'une ONG, travailler au sein d'une entité spirituelle, soit mosquée ou église, en proposant tes services. Tu peux même travailler de manière indépendante. Donc, le travail là, ça y est en toi. Ce n'est pas parce que je suis au chômage que je ne suis plus analyste financier. Si tu es analyste financier, là, tu es analyste financier. Peu importe qu'on t'a donné un emploi ou pas. Donc, tu peux travailler en proposant tes services, en étant actif dans ton domaine d'activité. Et ça va revenir aussi à la e-réputation. Si tu es actif sur LinkedIn, que tu as un emploi ou pas, toi, tu attires les opportunités. Quand tu mets en avant tes compétences sur LinkedIn, tu partages ton expérience, tu mets en lumière ton talent, tu démontres tes compétences, toi, tu attires des opportunités. Donc, que tu aies un emploi embauché quelque part ou pas, tu auras toujours des opportunités qui vont arriver. Donc, comprenez que je peux ne pas avoir un emploi pendant 4 ans, mais le travail, là, ça y est en moi. C'est ce pourquoi Dieu m'a investi d'une capacité, d'une mission pour impacter dans un domaine bien précis. Si aujourd'hui mon ami Sanogo fait une pause de 2 ans, je ne crois pas qu'il sera au chômage. Parce qu'il pourra aider des entreprises, il pourra aider des particuliers à lancer leur projet. Donc, le travail est en lui. Peu importe où on le met, il travaille. Donc, lui, il n'a aucun problème. Et c'est ce qui est important. Voilà aujourd'hui mon frère Patrice qui a démissionné pour créer sa boîte. Le travail est en lui. Peu importe où on le met, il travaille. Donc, comprenez que le creux, là, ça dépend de vous. Maintenant, si tu es vraiment cloué au lit, tu es malade, tu vas avoir à mourir, ça, il faut être authentique. En expliquant ça à un recruteur, mais en lui faisant comprendre qu'est-ce que la maladie de 3 ans, 4 ans t'a appris comme conseil, comment ça t'a rendu fort mentalement, comment ça t'a permis de pouvoir mieux apprécier les gens et mieux développer le volet relationnel. Donc, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un élément que Dieu nous donne pour la suite. Même quand c'est la pause, même quand c'est la maladie, Dieu t'enseigne quelque chose, Dieu t'apporte une valeur pour impacter pour la suite. Voilà pourquoi on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu comprends ça, la vie devient plus simple. Waouh, waouh. Là, on est béni, on est béni, on est béni. Merci, merci. Alors, on va passer la parole à nos auditeurs. Il y a M. Kwaku qui pose une question dans le chat box. Il dit qu'il suit une formation de DSG, DSCOGEF. Vers quel secteur, vers quel métier il doit se tourner? Les gens ont tendance à dire que tous ceux qui font cette formation-là, c'est pour travailler en cabinet. Donc, ils voudraient savoir, est-ce qu'il y a des certificats à faire, des éléments de cette nature qu'on pourrait lui conseiller? Voilà. Donc, je pense que c'est la question de M. Kwaku. On, on va avoir Sanogo, des éléments de Ouais, réponse. ouais. Non, c'est une très bonne question. Je pense que en général, ceux qui font tout ce qui est DSCG, DCG, qui sont en général enfin, des formations pour faire de la comptabilité ou de l'audit financier, donc peuvent se retrouver parfois avec un schéma de carrière disons, qui est limité. Mais je pense que en finance, que ce soit en finance d'entreprise, peut-être moins en finance de marché, la compétence en comptabilité, elle est clé. Moi, je n'ai pas fait de formation en comptabilité dans les détails, mais au quotidien, je deal avec des états financiers, que ce soit des états financiers banques ou des états financiers industrie. Donc, la compétence en comptabilité, là, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, comment partir de cette formation en DCG, DSCG pour aller sur des métiers plus liés à l'investissement, à des fonctions, par exemple, d'analyste crédit dans une banque ou à faire du conseil financier? Il faut déjà savoir que sa base en comptabilité est importante parce que toute forme d'analyse qu'on fait provient d'états financiers qui sont produits suivant un référentiel comptable, IFRS, Fisco-ADA et autres. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Maintenant, je dirais, une fois qu'on a cette compétence-là, il y a
des formations parallèles qu'on peut effectuer pour déjà commencer à attirer l'attention de recruteurs qui sont peut-être dans le conseil ou qui sont dans des fonds d'investissement. Donc, ces certificats-là, je peux en citer pêle-mêle, mais je pense que c'est des formations qui sont connues publiquement. Et ça dépend, comme le disait le coach Mel, de savoir en fait vers quel type de métier on veut s'orienter. Qu'est-ce que je veux faire pour ne pas faire un certificat juste pour orner le CV. Parce qu'on voit souvent des gens qui ont des CV avec 1000 certificats. Chaque certificat, ça a un coût à la fois le temps que tu consacres pour préparer. Et ensuite, il y a un aspect financier derrière. Les certificats les plus prestigieux sont coûteux. Celui en général de référence en finance, parce qu'il est assez transversal, c'est ce qu'on appelle le Chartered Financial Analyst, qui te permet à la fois, si tu veux travailler dans un environnement francophone et anglophone, de pouvoir avoir des éléments de compétition face à d'autres candidats. Donc ça, c'est un certificat dans lequel même l'une des matières principales, c'est Financial Reporting and Analysis. En général, quelqu'un qui vient avec son DSCG, c'est l'une des matières fondamentales de ce certificat-là. En général, il doit pouvoir valider 70% de bonnes réponses sur les différentes étapes. Donc ça, c'est un certificat qui te donne l'ouverture sur tout ce qui est marché financier, c'est-à-dire si tu veux faire du trading, regarder des différentes branches de la finance de marché, être middle office ou front office. Et ça ouvre aussi des portes sur tout ce qui est corporate finance, c'est-à-dire travailler dans un fonds de private equity, dans un fonds de venture capital, avec ce certificat-là qui est en 3 niveaux, dont le montant moyen est de $1 500 par niveau. Donc, on est dans l'ordre de 1 million, 2, 1 million 3 par niveau, qui te permet, même si tu as un DSCG, je connais des personnes qui ont des formations de comptables qui aujourd'hui sont en conseil financier à Luxembourg, qui ont fait le DSCG, qui ont ensuite fait le CFA, qui leur ont permis d'aller dans d'autres métiers. Donc ça, c'est un certificat que je recommande parce qu'il te donne à la fois la capacité de prouver que tu es capable de bosser dans une autre langue, principalement l'anglais. Et pour nous, des francophones, c'est toujours un plus sur le marché de l'emploi. Il y a d'autres certificats qui sont moins coûteux, comme l'ICCF, qui peuvent aussi nous permettre de nous démarquer. Mais si on veut rester encore dans son domaine de comptabilité, mais pour essayer de s'ouvrir sur des métiers comme le contrôle de gestion ou l'audit interne, il y a des certificats comme le CMA, qui est le Certified Managed Account. Tu as le ACCA, qui est un certificat qui n'est pas équivalent au CPA, mais qui en fait te donne une casquette un peu plus comptable et à la fois financier d'entreprise. Parce que quand on fait cette formation de DSCG ou d'ESCOGEF, on peut demain prétendre à des postes de CFO d'une entreprise. Et pour être un CFO, on n'est pas que en train de regarder les chiffres de l'entreprise, mais on doit être aussi capable de discuter avec les banques pour négocier des financements, pour discuter avec les actionnaires, participer à un conseil d'administration. Donc, partir du DSCG ou du DESCOGEF ne ferme pas les portes. Bien au contraire, c'est une base solide parce que quand il s'agira de regarder la performance financière, le langage de construction de tout état financier, on le maîtrise. Donc, c'est vraiment un point qui est important. Et il faut aussi ensuite se préparer, regarder les formations qui sont disponibles, y mettre du temps et de l'argent pour avoir les certificats les plus prestigieux, de sorte à pouvoir bifurquer. J'ai plein d'amis qui étaient en cabinet, qui faisaient l'audit financier, qui de l'audit financier sont passés dans le département conseil financier parce qu'ils avaient déjà la capacité à travailler sur des projets de due diligence financière et aujourd'hui qui sont dans les fonds d'investissement. Donc, c'est vraiment une base qui peut nous permettre d'évoluer. Je pense même qu'en finance, avoir un diplôme en comptabilité au début, c'est un point qui est vraiment démarquant parce qu'on gagne par rapport à quelqu'un qui va devoir aller faire peut-être un master en finance, qui va reprendre des cours de base de comptabilité. Donc, il ne faut pas se sentir lésé avec ce diplôme-là. Bien au contraire, c'est un avantage qui est très, très important. D'accord. Merci, merci Samba. Il y a une prochaine question, mais moi, je vais rebondir rapidement sur la question du diplôme parce qu'elle m'interpelle. Je pense que coach Mel l'a dit d'entrée, en fait, c'est-à-dire le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que j'ai fait un diplôme dans un domaine que je suis limité à évoluer dans un autre. Voilà. Si vous avez fait le DSG ou bien le DESCOGEF,
Ça veut dire que vous avez la présomption de connaissance de tout ce qui est lié à la comptabilité et à la finance. Donc, il ne devrait pas avoir de barrière. C'est à vous maintenant de prouver qu'en fait, vous n'avez pas la compétence qu'il faut. Maintenant, comment est-ce que vous valorisez cette expérience-là? Comment vous dites aux recruteurs que vous savez faire ça, en fait? Vous voyez? Donc, c'est là que Mel a parlé. Il a dit, oui, vous devez avoir des activités. Vous pouvez participer, vous pouvez donner des formations aux membres de votre assemblée, de votre église ou de votre communauté. Ce qui montre que, on va dire, ce qui montre au monde que vous avez cette compétence-là. Seulement que vous n'avez pas encore eu l'opportunité de, voilà, d'avoir un poste en la matière. Mais ça ne veut pas dire que les autres portes sont fermées. Donc, il ne faut pas vous limiter au diplôme, dire que oui, j'ai un diplôme dans tel domaine, est-ce que je peux travailler dans tel autre domaine? Autre chose, la certification. Je tire la sonnette d'alerte on va dire d'alarme sur les histoires de certification. J'ai reçu plusieurs CV où les personnes, elles ont aligné les certificats là, elles ont aligné ces certificats là. Mais quand tu creuses, c'est que le nom. C'est le nom que la personne a voulu avoir. Il n'y a pas de fond. Donc, attention, il ne faut pas juste chercher le nom, chercher le fond, chercher la contenance, chercher à savoir en fait. Et c'est ce savoir-là qui va vous permettre d'avoir la compétence et puis de pouvoir évoluer. Il y a une autre question dans le chat box qui dit que comment gérer les questions les moments de doute dans la carrière. Voilà. Tu peux répondre? Mais déjà, la question, c'est de savoir pourquoi tu doutes. Qu'est-ce qui te fait douter? Parce que j'aime bien la Bible qui dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc, le contraire de douter, c'est de croire en ce que je fais. Donc, c'est la foi. Donc, si la foi vient de ce qu'on entend et que tu doutes, il est important que tu te rapproches des gens qui sont très avancés dans le secteur, que tu exposes tes doutes et que tu aies les paroles pour te redresser. Parce que le doute va créer beaucoup d'hésitation dans tes choix. Et donc, quand l'hésitation, en fait, dans les choix est, on va dire, est un élément qui prend le dessus, malheureusement, ça impacte, OK, ton... allô? Je suis là, je suis là. Ça impacte ta performance, ça impacte beaucoup de choses. Donc, l'important que ce doute-là, en fait, tu le gères à travers beaucoup de conseils, à travers beaucoup de recherches, en allant à l'information. C'est important. C'est important. Il faut beaucoup partir à l'information. Parce que souvent, on doute, mais on ne prend pas le soin de travailler sur les raisons ou le pourquoi de ce qui nous fait douter. Et ça, c'est très dangereux. Donc, si tu doutes, pourquoi tu doutes, comment tu vas à l'information et comment en fait tu te fais accompagner, tu te fais coacher pour relever les différents doutes qui se présentent sur ton chemin en fait. Patrice, je voulais rajouter rapidement que, juste pour donner une expérience hein, que j'ai vécue, c'est vrai, on présente, on parle de nos expériences et tout, mais c'est des moments qui arrivent. Moi, je ne vais pas cacher que j'ai eu des moments dans ma carrière où, parce qu'en finance, en général, quand on commence, on travaille avec un supérieur qui lui-même est un manager, jusqu'à ce que soi-même, en évoluant, on passe au rôle maintenant de manager. Il y a ce qu'on appelle le imposter syndrome, le syndrome de l'imposteur, où très souvent on se retrouve avec euh, on est dans une situation où on a l'impression qu'on n'est peut-être pas à la hauteur pour faire face aux défis ou aux challenges qui sont face à nous. Moi, je pense que quand on est dans ces moments-là, il faut prendre le temps de comprendre les raisons et de voir quels sont les gaps qui font que on pense qu'on n'est pas à la hauteur ou on n'est pas capable de pouvoir réussir dans les différentes tâches qui nous sont assignées. Donc, c'est vraiment une question de se remettre en question, de prendre le temps de voir ce qui n'a pas marché, d'écouter surtout les feedbacks. Il ne faut pas prendre des feedbacks de façon personnelle. Ça, c'est un conseil que je donne. Parce que quand on met de l'émotion dans ce monde dans lequel on travaille, surtout dans le secteur de la finance, en général, ça nous dessert sur une longue durée. Une situation peut être temporaire. Aujourd'hui, on peut avoir un feedback de son manager sur le travail qui est rendu, sur peut-être des aspects comportementaux et autres. Au lieu de les prendre personnellement pour le garder en cœur, il faut plutôt avoir la hauteur d'esprit pour se dire quel est le message clé, qu'est-ce que j'ai à me reprocher face à tout ce qui s'est passé et comment avoir des actions pour corriger afin que
son manager puisse être satisfait. Je pense que surtout dans ce métier-là, pour évoluer rapidement, il faut que la personne qui est ton supérieur, tu t'arranges à ce qu'il puisse déléguer au maximum les tâches qu'il fait au quotidien. Et quand ce manager-là se rend compte que, en fait, mon junior en question, il est capable de prendre en main sur certains sujets, c'est en général ce genre de personnes-là qui évoluent. Parce qu'on est dans un secteur, même dans les fonds de private equity, où parfois, quelqu'un qui a 30 ans, 31 ans se retrouve déjà manager, quelqu'un qui a 40 ans qui est moins gradé, tout simplement parce que ces personnes-là restent dans leur confort. Ces personnes-là font bien leurs tâches. Mais pour surpasser, pour évoluer rapidement, il faut se mettre dans la tête qu'est-ce que mon supérieur fait, comment je peux évoluer step by step pour pouvoir le remplacer. Mais les moments de doute, même les CEO des plus grandes boîtes au monde qui doivent prendre des décisions face à des challenges macroéconomiques, politiques, dans toutes sortes de contextes, ils ont tous des moments de doute. C'est humain. Mais c'est la façon de réagir face à ces moments de doute-là. C'est un exercice qu'il faut avoir, c'est une capacité qu'il faut avoir et qu'il faut développer. Mais les moments de doute, c'est humain. C'est pas quelque chose dont il faut se plaindre. C'est normal, ça arrive. C'est bien noté, Sanogo. Il y a Conan qui pose une question. Il dit, j'ai une préoccupation. Je viens de terminer mon MBA Finance en Inde et depuis le début de ma formation, je nourris l'ambition de mettre mon savoir au profit de mon pays. Mais tous les dévanciers du même profit que moi, que j'ai approché, estiment que le marché financier et bancaire ivoirien est trop rigide pour les débutants. Quel est votre avis sur la question? Alors, c'est quelqu'un qui a fait je n'ai pas bien suivi au début, c'est quelqu'un qui a fait Il un a fait MBA un en... MBA en finance en Inde et il veut OK. rentrer et on lui dit que le marché est trop fermé voilà, pour son niveau, pour les débutants. Parce que déjà, faire un MBA et être débutant, c'est là où je suis. Parce qu'en général, le MBA, on le fait quand on a quelques années d'expérience, hein. Donc, bon, peut-être que c'est un MBA différent de celui que je connais. Mais je pense que c'est la même approche que tout le monde essaie de... Il y a plein de gens qui ont fait des formations à l'étranger, qui essaient de rentrer à Abidjan, qui postulent, qui doivent bien préparer leur CV, bien se préparer et puis networker pour pouvoir accroître ses chances. Voilà, on part de l'Inde, il y a plein de gens qui sont sortis de l'Inde qui sont aujourd'hui sur le marché. Il y a une forte communauté d'Ivoiriens qui a étudié en Inde. Il faut toucher à toutes ces portes-là pour pouvoir avoir des opportunités. Je ne pense pas que le marché soit si fermé que ça. Patrice, toi, tu es en banque. Enfin, tu as fait la banque, donc tu peux donner plus de détails. Mais je pense que les éléments dont Coach Mel a parlé, des points sur lesquels on a discuté, doivent pouvoir permettre de bien se préparer, quoi. Moi, je ne pense pas que le marché est si fermé que ça. Je pense qu'un MBA, c'est normalement un diplôme de prestige. Donc, il y a forcément, et puis déjà, il y a sûrement l'anglais qui doit être un plus pour cette personne qui étudie en Inde. Donc, je pense que c'est peut-être les bonnes connexions, l'accès à l'information qui va peut-être manquer, mais je pense qu'il y a peut-être ces éléments-là qui doivent être vus. C'est le seul conseil que je peux donner. Monsieur Conan, je vais donner la parole. Activez votre micro pour clarifier la question que on n'a pas bien abordée sous le bon angle. Vous pouvez activer votre micro. Alors, sa question, c'est monsieur Monsieur Conan, chez vous, C'est Conan ou Koné? oui, oui, Conan, Augustin Conan. Ah, ok, ok, C'est d'accord. Conan, Augustin Conan. Ah, ok, ok, ok. Ok, d'accord. Il répond pas, c'est pas. Oui, je suis là. Voilà. Est-ce que je suis Donc, il n'y a audible? pas de souci. Ah, Oui, allez-y, monsieur Conan. D'accord, vraiment. Bonsoir, cher coach, cher mentor. Bien, la préoccupation est de savoir, parce que généralement ici, c'est pas pratiquement le même environnement financier. Quand on prend les systèmes financiers appliqués ici, c'est beaucoup différent. Donc, les dévanciers même qui sont arrivés là-bas, ils se sont heurtés peut-être à cette divergence-là. Et donc, ils étaient obligés de migrer vers le Canada ou bien peut-être la Grande-Bretagne qui, au départ, est celle même qui a coaché l'Inde. Parce que quand tu arrives là-bas, il faut te familiariser aux outils de l'OADA, te familiariser au système peut-être de l'UMOA et tout ça, les recruteurs estiment que ça prend un peu de temps. Donc, ceux qui sont partis dans les débuts, c'était vraiment compliqué. Ils se sont dit, bon, pourquoi ne pas se retourner ou bien repartir ailleurs?
Donc, ils nous ont recommandé surtout de nous assurer d'avoir un bon début ici pour ne plus partir se confronter à ces difficultés, peut-être de débutants. Quand tu as un certain niveau, quand tu arrives, ce n'est pas toi qui fais les travaux basiques. Donc, du coup, même quand tu ne maîtrises pas certaines normes, ça passe inaperçu et puis tu te concentres sur peut-être la fonction managériale, des choses de ce genre. Voici un peu la préoccupation. Je ne sais pas si c'est plus explicite. D'accord. On va laisser Coach Mel donner son avis. Mais moi, je pense que en toute chose, prendre l'avis des devanciers est très important. Mais il ne faut pas se limiter à seulement un seul, deux avis, quoi. Moi, je pense qu'en toute chose, il faut au moins trois avis, OK, pour pouvoir avoir une clarté, d'accord, sur l'information qu'on te donne. Mais en plus des avis qu'on te donne, il faudrait toi aussi aller à l'information. Il faudrait toi aussi aller à l'information pour voir si ce qu'on t'a dit, c'est vraiment ça. Et puis, qu'est-ce que toi, tu décides? Ça, c'est la première option que tu peux avoir. La deuxième option, c'est que, comme j'aime bien le dire, hein, le marché, il est concurrentiel pour tout le monde. Il est concurrentiel pour tout le monde et je ne crois pas que vous êtes le seul avec un diplôme MBA ou en dessous à rentrer en Côte d'Ivoire pour se créer une place dans le secteur bancaire. Donc, il va maintenant s'agir de travailler sur la valeur ajoutée qu'on a. Quelle est la valeur que vous avez? Quel est le réseau aussi que vous construisez? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit clair, hein, okay? Le réseau, c'est un élément important. Le réseau, c'est pas seulement de connaître des gens, en fait. C'est qu'est-ce que tu apportes au réseau. Tout à l'heure, je parlais de LinkedIn, je parlais des plateformes en ligne. Si tu es très actif sur ces plateformes-là, en fait, et que tu mets en avant ta valeur, je ne pense pas qu'il y ait une entreprise qui te refuse. Ils vont même aller te chercher. C'est-à-dire que toi, tu ne vas plus candidater. C'est-à-dire qu'ils vont aller te chercher dès la base pour te faire rentrer en Côte d'Ivoire, pour travailler pour eux. Donc, c'est important aussi de travailler cet aspect-là, de développer le réseau, d'apporter au réseau pour que le réseau nous apporte au-delà de ce qu'on espère avoir. Et puis, dernier point, euh, il faut être quand même, je pense, assez courageux. Après, moi, je donne plusieurs approches. Mais la seconde approche, c'est pas à réfléchir, il faut le faire. Il faut être actif sur des réseaux comme LinkedIn, se mettre en valeur pour attirer l'opportunité. Mais dans la réflexion de rentrer maintenant ou attendre, je pense que si on est vraiment en fait kamikaze, parce qu'on a aussi des gens qui sont très kamikazes, si on est très kamikaze, je pense que et qu'on sait au fond de son cœur qu'on doit rentrer, on prend le risque de rentrer. On prend le risque de rentrer, mais ça veut dire qu'on est doublement préparé. On est doublement préparé parce que le marché en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, pour un seul poste, on a souvent 1500 demandes de candidature. Un seul poste. Et quand c'est les grandes boîtes qui lancent ces postes-là, là, c'est encore pire. Donc, la préparation va faire la différence sur votre capacité à saisir les opportunités qui sont dans votre domaine d'activité. Donc, si vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire, imprégnez-vous vraiment vous-même de l'environnement par des recherches. Allez à l'information. S'il y a des webinaires comme ça, OK, faits par des gens du terrain, comme Patrice et autres, participez. Parce que si vous avez l'information, vous saurez comment adapter votre profil pour impacter. Mais quand on n'a pas l'information et on pense que, on fait beaucoup d'erreurs. Mais quand on va à l'information, on capte l'information et qu'on adapte son profil en fonction, on a de fortes chances de pouvoir se frayer un chemin dans cet environnement. Mais pensez beaucoup au réseau. Pensez énormément au réseau. C'est très important. Merci, Coach Mel, pour l'intervention et merci de nous avoir honoré de ta présence. Tu as un calendrier qui est très chargé, mais tu as quand même tenu à être là. Merci, 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 merci. Alors, Coach Mel s'excuse, il va honorer un autre rendez-vous. Donc, merci, Coach. On peut te libérer. Alors, En tout cas, merci voilà. Patrice de l'invitation. On se prend sur LinkedIn, puis voilà, on développe le réseau ensemble. Voilà. Donc, merci Ça à vous, marche. Merci, que bénisse, et puis merci beaucoup. Merci, merci merci, beaucoup. merci, merci. Alors, on a Gabriel Aya qui a partagé une riche, un riche retour d'expérience dans le chat. Elle dit qu'elle est basée, elle a travaillé en Inde
mais sur des sujets IFRS et OADA. Donc, elle dit le tout, c'est de savoir s'adapter et de se vendre, savoir se vendre parce que le langage financier est universel. Ouais. Donc, c'est une réponse à la problématique de Conan. Et je suis d'accord avec. Et ce que j'aimerais ajouter ici aussi, c'est que la formation que j'ai fait avec M3 Finance, en réalité, c'est à cela que ça répond. Vous voyez, pour vous permettre de vous imprégner de l'environnement local. Je suis parti du fait qu'il y a plusieurs candidats que moi j'ai reçus. Ils ont fait ICCF, ils ont fait de grands certificats qui ont quand même une bonne renommée, mais qui ne sont pas adaptés au contexte local. Vous voyez? Donc, ça fait que lorsque ces personnes sont en compétition avec des locaux, ça pose problème. Donc, vous avez besoin de vous adapter, de vous tropicaliser. C'est une expérience que vous avez, elle est riche, elle est pertinente, mais il faut pouvoir l'adapter. Et c'est pourquoi il ne faut pas se limiter. Et j'ai envie de dire, lisez, je le dis toujours, lisez. Tu ne peux pas me dire que tu as fait, on va dire, un MBA en Inde et tu veux venir en Côte d'Ivoire travailler sur le marché local et puis tu n'as aucune référence, on va dire, bibliographique du marché local. Tu connais aucun auteur local. Vous voyez, il y a plein d'ouvrages, il y a plein de manuels, plein de textes, plein de documents qui circulent que vous pouvez prendre pour vous imprégner et puis savoir, ah, sur le marché, là, voici comment la réglementation a évolué. Aujourd'hui, aux banques, là, on demande aux banques d'avoir un capital minimum de 20 milliards. On demande aujourd'hui, voilà, vous voyez l'actualité, vous suivez notre actualité, que quand vous arrivez, vous pouvez compétir. Mais sinon, vous ne pouvez pas prendre la réalité de l'Inde et puis vouloir l'extrapoler ici, ça ne va pas marcher. Voilà, donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Intégrez tous les forums de formation, tous les sujets de formation, suivez-les et puis n'hésitez pas. Le réseau, il est là. Nous, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'avoir été vos dévanciers. Donc, tout ce qu'on peut faire pour vous, c'est de vous partager notre expérience et puis le conseil pour que vous puissiez réussir là où nous, on a peut-être pas très bien réussi, mais qu'on s'est débrouillé quand même, pour que vous puissiez briller. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, je ne vais pas vous retenir durant longtemps. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont participé. Je suis ravi. Je ne m'attendais pas à un tel engouement, mais vraiment, sachez que moi, ça me fait plaisir de savoir que vous venez vers l'information. Vous ne restez pas là juste pour critiquer, pour penser que les autres ont triché pour arriver où ils sont, ou bien penser qu'ils ont été favorisés. Non, il n'y a pas de favoritisme. Le seul favoritisme, c'est l'alliance que tu tisses entre toi, tes livres et puis ton fauteuil. C'est-à-dire, tu es assis et tu bosses. Et quand l'opportunité se présente, tu frappes dedans. Il y a mon patron qui me disait toujours, il dit, la chance, c'est le croisement entre la préparation et l'opportunité. Voilà, donc il faut toujours penser comme ça. Préparation, préparez-vous et soyez de bons financiers, de brillants financiers pour l'Afrique. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci, merci, merci et au revoir. Ok, rapidement. Hein. Oui. Ah, désolé alors. Je demande si le FMDA. Ah oui. Je pense que le FMDA uniquement, c'est juste pour montrer que tu as suivi une formation en modélisation financière. C'est moins prestigieux que le CFA, par exemple. Donc, je ne pense pas que ça peut permettre directement de rentrer dans un fonds d'investissement. Il y a aussi un élément dont je voulais discuter rapidement et je pense qu'il faut que peut-être les membres du panel s'intéressent, c'est de penser à faire des MBA dans des top écoles type HEC, Harvard, Wharton. C'est vraiment des choses qui sont possibles pour des francophones et ça permet aussi de facilement rentrer dans des métiers qui donnent des salaires beaucoup plus intéressants, qui t'ouvrent à l'international. Donc, pour moi, le FMBA, il est un peu court. Le CFA peut aider pour faire même une reconversion, mais faire un MBA dans une université bien reconnue facilite aussi pour entrer dans un fonds d'investissement. C'est ce que je voulais juste rajouter. En tout cas, merci à tous. Justement, sur la question du fonds d'investissement, l'intervention, c'était que, oui, Samba allait nous parler un peu des fonds. Voilà, pour ceux qui ont l'opportunité de rester, n'hésitez pas. Samba, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui concrètement, au-delà de certificats et autres, concrètement, quels sont les skills à avoir si on veut avoir la chance d'intégrer un fonds d'investissement? Quels sont les skills à avoir? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. C'est vraiment une série de compétences, en fait, qui sont toutes interconnectées. En fait, en réalité, déjà, il faut comprendre que par fonds d'investissement, il y a différents types de fonds d'investissement. Il y a des fonds qui font du venture capital, qui investissent sur des boîtes qui sont dans un stade d'évolution un peu embryonnaire, qui n'ont pas encore atteint un seuil de rentabilité, donc qui sont en train de générer du volume pour ensuite attirer plus d'investisseurs pour atteindre leur seuil de croissance. Donc ça, c'est un type de fonds. On a les fonds type qu'on appelle growth equity. Ça, c'est des fonds qui investissent dans des boîtes un peu plus matures, qui sont déjà profitables, qui ont donc
des projets d'expansion ou qui veulent accroître leur portefeuille de produits. Il faut avoir des compétences en stratégie parce que quand on fait de l'investissement, c'est pour répondre à un besoin, c'est pour répondre à une stratégie qui va être mise en place. Donc, par stratégie, j'entends savoir si on se diversifie par les produits, on veut se développer sur d'autres géographies. Donc, il faut avoir une compétence en stratégie. Il faut avoir une compétence aussi en tout ce qui est juridique parce que pour faire du private equity, c'est beaucoup de négociations, de term sheets, de shareholder agreements, où en plus de l'aspect technique, je n'ai pas envie de mentionner ça parce que c'est classique, il faut pouvoir faire de la modélisation financière, qu'il faut pouvoir faire de l'analyse financière, mais il faut surtout être capable de structurer un deal. Pour structurer les deals, il faut des compétences qui sont vraiment aussi orientées sur tout ce qui est juridique. Bon, tu m'as pris un peu de cours, donc j'essaie de Je comprends. synthétiser. Moi aussi, j'ai des engagements, mais on pourra en peut-être gros, c'est faire une autre session sur ça. Je dirais que forcé. modélisation financière, stratégie, capacité de négociation, parce que quand on fait de l'investissement, on est dans un processus de négociation en deux parties. Donc, il faut pouvoir lire des documents juridiques pour protéger son investissement. Il faut être bon en stratégie. Il faut avoir une expertise sectorielle parce qu'à un moment donné dans la carrière en finance, en général, on est moins généraliste. On est peut-être expert sur tout ce qui est agribusiness, expert sur tout ce qui est énergie, infrastructure, banque, fintech. Donc, il faut avoir aussi une appétence pour un secteur, de sorte à ce que l'analyse des différents projets d'investissement dans ce secteur-là, avec l'expérience qu'on accumule, on puisse être vraiment crédible pour émettre une décision d'investissement. Donc, modélisation, analyse financière, stratégie, même du juridique, même des compétences commerciales pour analyser la capacité d'une entreprise à générer de nouveaux clients. En fait, le métier en fonds d'investissement, il est 360 degrés. On s'attend à ce que tu puisses avoir une opinion, une décision qui soit motivée par tous ces facteurs. Comment on communique tous ces facteurs-là de sorte à prendre une décision qui soit bien motivée, qui puisse protéger l'investissement. Donc, c'est vraiment plein de compétences. Ce n'est pas que faire du FMBA ou faire du CFA. Ça va au-delà de ça. La partie modélisation, la partie projection générale, c'est des parties qui sont... Aujourd'hui, même, on pense que dans quelques années, l'intelligence artificielle va venir remplacer ces pans de nos travaux. Donc, la vraie compétence, c'est vraiment comment mesurer la pertinence d'une stratégie et comment s'assurer que si on rentre en capitaux propres ou si on fait un investissement en dette, comment s'assurer de l'horizon de retour sur investissement. Donc, c'est des éléments aussi de risque sur les projets qu'il faut être capable d'analyser parce que tout investissement est forcément dans un contexte où il y a des risques. Donc, il faut pouvoir faire ce lien entre risque et rentabilité. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. C'est clair. C'est clair. OK, moi, je vais essayer de simplifier un peu ce que Samba a dit. En fait, vous devez savoir que pour réussir, ça c'est général, hein, c'est général, mais on va parler uniquement ici que du private equity. Pour réussir à entrer dans un fonds d'investissement, il faut être à l'aise dans le langage financier. C'est la première des choses à avoir, le langage financier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas intégrer une communauté si vous ne comprenez pas la langue qu'elle parle. C'est ça, en fait. Vous ne pouvez pas. Donc, il faut déjà comprendre le langage financier. Et le langage financier, il est vaste. Il part du juridique au comptable, à l'économie. Il faut que vous soyez à l'aise, que vous ayez un bagage intellectuel qui milite en votre faveur. C'est ça. Vous ne pouvez pas juste rêver d'entrer dans un fonds d'investissement si vous ne savez même pas comment ces organes, quel est le vocabulaire. Vous voyez? Après, oui, on va parler de la modélisation financière. Oui, c'est bien. Mais autre chose, vous devez réfléchir comme des investisseurs. C'est-à-dire, des personnes vous confient leur capital et que vous devez investir. Mettez-vous à la place de ces personnes. Quelles sont les qualités que vous exigerez des personnes qui vont gérer votre capital? Si vous étiez à leur place, si vous étiez à la place des actionnaires, qu'auriez-vous exigé des personnes que vous allez recruter? Donc, vous devez avoir cette aisance-là, vous devez avoir cette confiance, vous devez avoir cette crédibilité. Et cette crédibilité, elle se construit, elle ne s'improvise pas. Donc, travaillez à construire un vocabulaire financier qui soit
impeccable. Les histoires de état financier, analyse du BFR, tout ça, ce sont des choses qui doivent être, j'ai envie de dire, c'est du b.a.-ba. Les enjeux sont plus énormes que ça. Voilà, vous devez être capable de parler le langage qui, voilà, je ne sais pas comment dire, mais c'est un peu ça. Dites-vous que vous avez un challenge en face de vous, vous devez parler à plusieurs parties, à des avocats, à des financiers, à des commerciaux, à des distributeurs et autres. Vous devez comprendre le langage financier. C'est surtout ça que j'ai à vous dire. Merci. Je ne vois plus de questions dans le chat box. Je pense que voilà, le temps imparti est quand même avancé. On était censé finir à 30. Alors, voilà. Mais il y a une dernière question de Babi Sako. Monsieur Kona, vous avez demandé l'avis de combien de dévanciers? Chercher la documentation et faire des formations complémentaires locales. L'activité bancaire et financière en zone UEMOA n'est pas très différente en elle. Vous avez déjà les bases. Il faut ajouter les spécificités locales seulement et s'adapter. Ne vous laissez pas décourager par les avis. C'est très bien noté. Merci, Babi Sako. Merci, c'est très bien noté. Alors, mesdames, messieurs, merci, merci. Je pense qu'on a abusé du temps de notre expert et de votre temps également. Permettez qu'on se sépare. N'hésitez pas à suivre la page de M3 Finance et à promouvoir les activités que nous faisons. Au-delà de ce que vous pouvez imaginer, c'est la transformation que nous cherchons. Si parmi vous, il y a des personnes qui réussissent à briller dans leur carrière grâce aux conseils qu'on a donnés ici, c'est tout ce que nous gagnons. Vous voyez, donc nous, en tant que dévanciers, c'est ce qu'on peut vous donner. Bon courage et bonne chance à vous dans la suite de votre carrière. Au revoir.